Salut, salut, salut les canailloux, c'est Junkie Palace. Noël venant de passer et le réveillon du nouvel an arrivant à grands pas, je me suis demandé quel serait le bon sujet à aborder pendant les fêtes. Qu'est-ce qu'on fait pendant les fêtes qui est si caractéristique? Ouais, viens là mon pote, ouais, viens là mon pote, ouais. Mais maman, non, passe à gauche, à gauche. Je vous l'accorde, chacun ses passe-temps. Mais bon, sache que je te juge. J'ai donc interrogé mon entourage, et si la première moitié apprécie le fait de pouvoir s'empiffrer sans culpabiliser, l'autre moitié apprécie de ne pas culpabiliser lorsqu'il vide la cave. Mais vous me connaissez, on ne me surnomme pas inspecteur de vino pour rien. Et j'ai trouvé, Noël et les fêtes de fin d'année, c'est le moment où on se concentre sur le positif. On laisse de côté les soucis, et on apprécie passer un bon moment en famille, casser sa tirelire pour régaler les copains. Bref, l'abondance d'ondes positives et de bons sentiments. Alors j'ai cherché dans ma mémoire le dernier film ou la dernière série qui m'avait laissé ce sentiment. Waouh, j'ai trouvé tout le monde sur le pied de guerre. Je répète, alerte rouge, alerte rouge. Sérieux, c'est ça ton intro? Avant de m'attarder sur cet excellent film, je vais faire un petit retour aux sources. Ça faisait longtemps que je n'avais pas nagé à contre-courant. Premièrement parce que je suis un très mauvais nageur. Et ensuite parce que j'utilise le film pour traiter des sujets qu'il aborde et ou de sujets de société. Et comme c'est Noël, la générosité l'emporte et on va faire les deux. Comme beaucoup, j'ai grandi avec Disney et Pixar. J'ai passé un temps inconsidérable devant le livre de la jungle quand j'étais gosse, et je pense avoir vu la très grande majorité des classiques Disney. Mais si je dois parfaitement être objectif, j'ai de plus en plus de mal avec les films d'animation Disney and compagnie. Je m'explique, c'est long, très long à se mettre en place. Ok, c'est loin d'être du Hitchcock, avec parfois plus de 40 minutes juste pour créer un prétexte, comme dans Psychose. 40 putains de minutes! Un prétexte! C'est long! Mais entre la scène d'exposition, toujours très qualitative, je vous l'accorde, plus la mise en place de la scène où tout va bien avant l'arrivée de la péripétie, ça met des plombes. Alors s'en vient une réflexion sortie de nulle part, juste junkie, son café et beaucoup trop de temps à perdre aux toilettes. Pourquoi j'ai de plus en plus ce sentiment-là? C'est mou, on a énormément de mal à rentrer dans le film. J'ai alors relevé 3 théories. Je vous vois venir, vous le voulez, et comme c'est Noël, je ne peux pas vous le refuser. Première théorie! Je regarde beaucoup de films ou de séries. Je vais faire une moyenne approximative, une dizaine d'heures par semaine, à minima. Je travaille dans l'audiovisuel, donc j'écris beaucoup d'histoires, de vidéos, etc. J'ai donc, sans prétention aucune, assimilé la majorité des codes qui régissent une histoire écrite ou visuelle. Est-ce parce que Disney s'appuie toujours sur ses codes classiques et efficaces que j'ai acquis cette lassitude qui m'amène à faire un découpage lors du visionnage? Scène d'exposition, présence du personnage heureux et dans une situation qui lui sied, péripéties, apparition des compagnons de quête ou création de l'équipe de choc, prise de conscience genre l'amour c'est merveilleux ou grâce au super pouvoir de l'amitié on va gagner, ouais, victoire et dénouement. Du coup, quand on sait ce qui va se passer, ça casse un peu la magie. Si mamie chaque année t'offre un pull tricoté main avec les initiales de ton cousin, la première année, ça te fait sourire. Au bout de la 10e fois, ça te fait plus le même effet. Au mieux, tu hausses les épaules dans ton nouveau pull. Deuxième hypothèse! Je ne suis pas le public cible. De fait, je me sens moins concerné. Si Disney se veut être une entreprise familiale, et si certains films ou séries ne sont pas destinés à un public jeune, voire très jeune, la sortie de leur film d'animation annuel est généralement destinée à un public très jeune. Il ne faut pas oublier que Disney est une entreprise qui a pour but de faire des bénéfices, de vendre des entrées dans ses parcs d'attractions et plus encore de vendre des goodies. Par exemple, La Reine des Neiges, qui est probablement le film Disney qui a fait vendre le plus de goodies. En tout cas, pour ces dernières années, c'est sûr. La Reine des Neiges 2 étant dans le top 3 des films Disney les plus rentables en termes d'entrée au cinéma. Et forcément, quand on s'adresse à un public jeune, on doit adapter son discours et sa réalisation. On ne peut pas aller vite, voire trop vite, et cela entraîne donc des scènes plus longues et beaucoup d'interludes musicales afin de bien faire comprendre la situation à un public très jeune qui n'a pas encore assimilé les codes de narration au cinéma. Troisième hypothèse! Et probablement la plus tirée par les cheveux. C'est long, hein?
Hop. Internet. Je m'explique, aujourd'hui rentrer dans la consommation quotidienne de produits vidéoludiques, des médias tels que Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et plus récemment TikTok. Si tous ces médias n'ont pas le même âge, pas la même approche de la vidéo, pas le même type de contenu, ni la même évolution, on ne peut pas nier un truc, cela va toujours plus vite. YouTube a évolué depuis ses débuts. Si aujourd'hui le jump cut a été remplacé par des zooms ou des transitions marquées, on ne peut nier qu'il va toujours plus vite. Pour voir la différence, il suffit de voir une vidéo de YouTube à ses débuts et une vidéo de YouTube aujourd'hui. Spoiler, ça va beaucoup plus vite. Et encore, certaines personnes regardent les vidéos en vitesse accélérée. Toujours plus vite. La vidéo est un consommable comme un autre. L'autre exemple, c'est TikTok. À la base, c'est 30 secondes, consommées hyper rapidement pour passer au suivant. Ça doit toujours aller plus vite pour les enchaîner. Même si le format a évolué avec l'arrivée des 3 minutes sur la plateforme et la monétisation à partir de la première minute. Cela reste rapide, efficace, simple, afin d'être consommé. Pas de fioritures, on va à l'essentiel. Alors aujourd'hui, je m'interroge, sommes-nous matrixés par la rapidité d'Internet qui nous empêche d'apprécier les choses simples? Voilà, ce super topi top est terminé. Maintenant, on peut parler du film. Bon, je vous ai dit que j'allais nager à contre-courant. C'est à moitié vrai. Je vais commencer par une chose simple. J'ai adoré Alerte Rouge. La bande-annonce m'avait donné très envie de le voir. Et généralement, c'est pas bon signe. Mais au final, j'ai passé un excellent moment. Mais justement, c'est là mon souci. J'ai passé un excellent moment et je n'ai pas su retrouver ce sentiment lorsque j'ai re-regardé ce film quand j'ai choisi le sujet de mon épisode. J'ai eu un mal fou à rentrer dans le film, d'où la digression du début de l'épisode. Alors, avant de traiter le film comme j'ai traité tous les autres, je classerai Alerte Rouge dans la catégorie des films qu'on ne peut pleinement apprécier qu'une seule fois. L'effet de surprise passé, il perd de sa saveur. Il serait assez simple de dire que c'est le cas de tous les films. Effectivement, une fois qu'on connaît l'histoire, le visionnage est forcément différent. Et j'ai aucun mal à me refaire certains films. Celui-là, ça n'a pas été la même chose. Alors, je vais vous parler du film comme je l'ai ressenti lors de mon premier visionnage. Alerte Rouge est un film d'animation de Disney Pixar sorti en 2022. Écrit par Julia Shaw et Dominici. C'est la première écriture de scénario pour Juliette Shaw, qui a fait ses armes dans le théâtre essentiellement, puis à la télévision. Elle a notamment été finaliste à la prestigieuse récompense d'écriture de théâtre anglophone, le prix Susan Smith Blackburn, en 2002 pour 99 histoires. Récompensée au festival Westberg en 2004 pour BFE et en 2005 à la conférence nationale du théâtre de Durango. Il est intéressant de se pencher sur son parcours, puisque nous y retrouvons régulièrement des thèmes qui reviennent dans ses œuvres et qui ont très fortement inspiré l'écriture d'Alerte Rouge. À savoir, la présence d'une culture dans un autre pays, les stéréotypes sur les familles asiatiques, la dépression ainsi que l'instabilité familiale. Je ne sais pas vous, mais moi, j'y vois l'aboutissement d'un projet artistique. Maintenant, attardons-nous sur Dominici, l'autre scénariste d'Alerte Rouge et sa réalisatrice. Dominici a une carrière incroyable. Après un bref passage dans le monde de la bande dessinée, elle rejoint les studios Pixar en tant que storyboardeuse. Et ce serait un euphémisme de dire que ce fut une réussite. Elle a travaillé sur le storyboard de 4 longs métrages Pixar, Vice Versa, pour lequel elle recevra un Annie Awards, Le Voyage d'Arlo, Les Indestructibles 2 et Toy Story 4. Voilà, ça c'est un CV qui en ferait rougir plus d'un. Mais quand je vous dis que cette femme elle a un talent incroyable, et encore, on n'a pas parlé de sa carrière de réalisatrice. Dominici, non contente d'avoir travaillé sur 4 excellents films en tant que storyboardeuse, entreprend une carrière de réalisatrice. Avec à son actif seulement 2 réalisations, Alerte Rouge qui est son premier long métrage et Bao sa première réalisation, un court métrage d'animation qui sera récompensé par 2 fois, au International Online Cinema Award et au Tribeca Film Festival. Avant de nous attarder spécifiquement sur Alerte Rouge, si vous n'avez pas encore vu Bao, allez le voir, c'est une pépite. Et en cette période de Noël, on a tous besoin de cette petite dose de cultisme, de merveilleux, d'ondes positives. Alerte Rouge, c'est l'histoire de Mei Mei, une petite fille d'origine chinoise qui vit au Canada, et on peut clairement dire qu'elle vit à fond la double culture. Elle est un pur produit de la culture nord-américaine dans sa vie de collégienne. Et elle vit la culture chinoise lorsqu'elle passe les portes du temple du Pandarou, où elle vit avec ses parents.
Et comme toutes les jeunes adolescentes, elle est tiraillée par ses envies. Ici, se rendre à un concert pour voir le boys band du moment et écouter les injonctions au travail et aux études de ses parents. Au point où elle délaisse totalement ses amis chaque soir après les cours, ne les accompagnant jamais dans leur sortie, qui à coup sûr lui plairait, puisqu'il s'agit de karaoké où elle massacre la playlist de leurs idoles. En témoigne la choré qu'elles ont créée pour se saluer lorsque Mei Mei les abandonne pour ses obligations familiales. Mei Mei suit les traces de ses parents, qui, comme je l'évoquais plus tôt, tiennent un temple. En tant qu'assistante de la gardienne du temple, elle est malgré elle une mini-copie de sa mère, se permettant tout de même quelques digressions correspondant à son caractère déjà bien trompé. Et c'est évidemment elle qui enfile le costume de Pandaro pour divertir les touristes. J'ai beaucoup aimé la petite référence à Bao au début du film, puisque le repas qui est cuisiné par son père est à peu de choses près le même, qui anime l'intégralité du court-métrage. Vous l'aurez compris, c'est l'épisode de la digression, mais faut qu'on parle d'une scène. Oh mortel! C'est quoi ce groupe de rappeurs? Et pourquoi ils s'appellent les Fortins? Ils ne sont pas 4, ils sont 5. J'en sais rien du tout. Il y en a plein qui sont fans au collège. Comme Myriam, je trouve cette fille étrange. Je ne suis pas parent, donc mon conseil ne vaudra qu'en tant que personne. Mais arrêtez de critiquer les proches de vos gosses. Toute proportion gardée, nous arrivons enfin au début des péripéties de ce film. Mei Mei est née, a grandi et vit en Amérique du Nord. À Toronto pour être précis, et donc sans grande surprise, elle a les mêmes goûts et les mêmes passions que les autres ados de son âge. Une dispersion bien utile aux yeux de sa mère qui incarne le stéréotype de la famille asiatique comme nous l'évoquions un peu plus tôt lorsque nous parlions de Julia Shaw. Maintenant, il faut que je vous avoue un truc. Je suis hyper sensible à la gêne. Mais vraiment, au point où je peux fuir la salle, voire dans le cas présent, éteindre le film. Je vous laisse deviner à quel point pour moi ça a été un supplice lorsque nous sommes arrivés à ce moment, avec la succession de scènes toutes plus embarrassantes les unes que les autres. Mei Mei, qui fantasme sur un gars plus vieux qu'elle et que sa mère connaît, entraînant une colère noire de sa mère envers ce dit jeune homme qui n'a rien demandé. Tu es la prunelle de ses yeux. Sois à la hauteur. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai adoré ce film. Malgré ses nombreux moments de gêne, il met en avant une exigence d'un autre temps pour mieux la démonter. Pour être plus précis, il insiste sur le fait qu'un enfant doit faire ce que ses parents attendent de lui et doit suivre le chemin que ses parents ont tracé pour lui. Et si je saute quelques éléments rapidement, nous verrons qu'il s'agit dans un premier temps d'un simple copier-coller de ce que la mère a connu, enfermant sa fille dans un modèle familial qu'elle a elle-même subi et dont elle a souffert. Mais également que c'est cette cassure qui leur permettra de conserver la proximité affective qu'elles avaient et à Mei Mei d'être épanouie. L'intérêt de cette dissension entre mère et fille est cependant primordial pour faire avancer notre histoire. À savoir, Mei Mei est chamboulée émotionnellement par cette situation et c'est à ce moment-là que la malédiction du Pandaro se révèle. Logique puisqu'elle dépend de ses émotions. Mei Mei va donc, la nuit suivante, se transformer en Pandaro. S'ensuit donc le moment où Mei Mei ne comprend pas ce qu'il se passe. Tu m'étonnes. et où sa mère, même si elle est au courant, ne fait pas tilt et pense que c'est les règles. À ce moment-là, il s'est passé deux choses. La première, face à la multitude de moments gênants de la maman au collège, Tu as oublié tes serviettes! et la seconde, nous discutions après le visionnage du film avec ma copine, et pour elle, le Pandaro est l'animalisation des règles. Ce qui expliquerait pourquoi ça ne touche que les femmes et leurs ressentis différents à chacune. Cela peut également expliquer le tabou autour du sujet, puisque sa mère, bien qu'elle soit passée par là, préfère ne pas lui en parler, éviter le sujet et se leurrer lorsque le moment est venu. Cependant, je n'ai pas eu exactement la même analyse. Si je rejoins totalement l'argumentaire et que ça se tient parfaitement, je me pose une question. Dans ce cas-là, pourquoi parler des vraies règles dans le film si c'est une animalisation? Dites-moi vos théories en commentaire, tiens. C'était pas écrit, mais allez-y. J'avoue que j'ai juste vu ça comme un quiproquo qui venait rajouter de la gênance, pas forcément nécessaire. Et ce qui devait arriver arriva. Mei Mei n'a pas pu cacher quelque chose d'aussi gros qu'une transformation en Pandaro, notamment parce que justement il est volumineux. Et c'est là qu'est arrivé mon premier étonnement du film, puisque la transformation en Pandaro ne m'a pas spécialement étonné puisque c'était connu par le teaser, mais le fait que sa mère est au courant. Alors, on va speedrun un peu parce que sinon la vidéo va durer 1 heure. Mei Mei apprend l'histoire de sa famille. Son apparition publique en Pandaro a réveillé les médias qui en ont parlé, amenant sa famille, notamment sa grand-mère, à débarquer. Grand-mère qui, on le rappelle, a mené la vie dure à sa mère, lui imposant son mode de vie. Mei Mei apprend à contrôler le panda grâce au super pouvoir
l'histoire de l'amitié. On réfléchit avec Matounet à vous faire une vidéo sur les pires raccourcis scénaristiques et ou les pires clichés du cinéma. Et celui-là pourra pas y échapper. Clairement. J'ai mon mot à dire? Non. Très bien. Elle se fera donc un max de tunas, un max de blé, un max d'oseille en vendant des photos du panda, des goodies, bref, afin d'amasser un maximum de tunas, de moulas, de caramel pour se payer les fameuses places du fameux concert, du fameux boys band, les Fort Town. Et sa famille veut enfermer le pandarou dans un médaillon pendant un rituel ancestral lors d'une lune rousse. Mais vous vous en doutez, péripétie sur échelle de péripétie dans la péripétie, la situation va prendre un autre tournant. Sa mère, en exécutant ce rituel, pensait plus à son honneur qu'à l'intérêt de sa fille. Donc Mei Mei va se barrer, va s'absenter du rituel et aller au fameux concert des Fort Town. Et sa mère viendra détruire le concert, littéralement, parce qu'elle n'a pas su gérer ses émotions. Et du coup, elle a libéré son propre panda du médaillon et... Du coup, le reste de sa famille se transformera également, cette fois de leur propre volonté, afin de contrer le panda de sa mère qui est réputé pour être super balèze. Ce qui explique la crainte de sa mère et celle de sa famille. Mei Mei, grâce au super pouvoir de l'amitié, de la famille et de l'héroïsme. Waouh! Bref, grâce à tout ça, Mei Mei fout une branlée à sa mère. Du coup, toute la famille rentre ensemble pour enfermer les pandas dans les médaillons. Mais Mei Mei est la seule à contrôler son panda, puisqu'elle contrôle ses émotions. Du coup, elle refuse. Bah ouais, logique. Mais je t'en prie, viens avec moi, ma chérie. Tu vois bien que je change, maman. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, sa mère accepte. Elle deviendra donc la nouvelle coqueluche du temple familial en se transformant en panda pour régaler les touristes dans une famille heureuse et fusionnelle. Et oui, le temple ne s'est jamais aussi bien porté. Comme ça, on pourrait croire que je n'ai pas aimé Alerte Rouge, notamment lié à la gêne très présente au début du film qui m'a mis à mal. Sérieusement mis à mal. Certains raccourcis scénaristiques qui sont convenus. Malgré tout ça, le film est très différent de ce à quoi on nous a habitués. Si l'époque des princesses Disney, un peu simplettes, qui n'attendent que la venue de leur prince charmant, est révolue, on peut sentir la patte de Pixar qui a quand même toujours eu le don d'être dans l'air du temps. Je m'explique, une jeune fille de bonne famille qui est le personnage principal. Une histoire 100% féminine. Une aventure d'émancipation. Une approche des liens familiaux modernes se détachant de cette image de l'enfant pur produit de ses parents. N'ayant ni volonté propre, ni ambition, ni même ses propres goûts. Et si ça peut paraître paradoxal avec ce que je disais un peu plus tôt sur les clichés au cinéma, cette magnifique illustration de l'amitié. Je vais m'attarder un peu là-dessus. L'amitié au cinéma est un sujet qui revient souvent. Je prends des exemples lambda qui me passent par la tête. Zach, Ivy, Player et Carmen dans Carmen Sandiego. Simon, Ahmed, Jujube, Alice, Béatrice, Camille et Courgette dans Ma vie de Courgette. Ondine, Sacha, Pierre et Pikachu dans Pokémon. Bref, l'amitié est omniprésente. Et si elle est souvent présentée comme une barrière face à l'adversité, je trouve l'approche faite dans ce film très intéressante. Comme je l'évoquais un peu plus tôt, ce film met un coup à la famille traditionnelle, celle de nos grands-parents, voire de nos parents, et qui subsiste encore un peu aujourd'hui. Et nous savons tous, à l'adolescence, il y a cette cassure de cette vision de la famille qui nous est imposée. On veut se construire notre propre entourage. On n'a pas envie qu'il nous soit imposé ou simplement qu'il soit là de fait. De facto, dans notre film, Mei Mei se détache de sa famille, liée aux différents mensonges et tentatives de manipulation de sa mère, et du coup, elle se crée sa propre vision de la famille, ici représentée par ses amis. J'ai beaucoup aimé qu'on ne soit pas sur un souvenir d'enfance, la famille, un grand discours qui l'ont aidé à canaliser ses émotions, mais simplement ses amis, qui sont là avec les mêmes goûts qu'elle, qui la comprennent et qui la soutiennent quoi qu'il arrive. Et c'est ça qui lui permet de contrôler ses émotions et de contrôler le panda. En d'autres termes, Alerte Rouge est un excellent film, notamment parce qu'il se démarque de ce que Disney nous a toujours proposé et ce que Disney Pixar nous a proposé jusqu'à maintenant. Il est incroyable parce que c'est un mélange entre tradition et modernité.
Et sans tomber dans les clichés de type réseaux sociaux, gna gna gna, que l'on retrouve souvent dans l'image populaire des ados chez les adultes. Il est mignon et dur à la fois. C'est ce condensé de paradoxes qui est finalement le résumé de la vie d'un adolescent qui rend ce film aussi décalé que réaliste. Pour conclure, je n'ai qu'une chose à dire. À Noël, lorsque le petit Nicolas trépignera d'impatience en attendant l'icône de Coca-Cola, offrez-lui un cadeau en avance, mettez-lui alerte rouge. Sur ce, j'espère que vous avez été gâtés cette année à Noël, que cet esprit de communion, d'amour et de partage est toujours présent dans votre esprit. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à nous faire un merveilleux cadeau en likant cette vidéo, en vous abonnant à cette chaîne et en cliquant sur la petite cloche et en partageant cette vidéo à vos contacts. Je vous souhaite donc de joyeuses fêtes et on se retrouve en 2023 pour de nouvelles vidéos. Qu'est-ce qu'il y a? Mec, je suis pas ton larme. Et tu as d'autres exigences peut-être? T'en as pas marre de divaguer? Vraiment, va à l'essentiel. Tu prends ton sujet et tu fais un épisode spécial, bordel. C'est pas compliqué.